Voilà, mesdames et messieurs, eh bien, déjà, rebonjour à toutes celles et ceux qui étaient là ce matin et bonjour à d'autres peut-être qui nous ont rejoints cet après-midi. Nous allons enchaîner sur la question de l'organisation du parcours patient dans le système de santé français et bien évidemment le rôle de l'hôpital. Alors, pour en parler avec nous, on va être un peu comme ce matin, c'est-à-dire sur à la fois de l'analyse, hein, mais également des échanges d'expériences et puis des questions de prospective, de perspective. Et donc, il y a autour de nous des intervenants, un plateau. Je vais demander à chacun de bien vouloir se présenter. Alors, on commence par vous, Alexandre. Bonjour, donc je suis Bonjour. Monsieur Alexandre Moquedé, je suis Nous avons responsable échangé. de l'organisation sanitaire à la Fédération hospitalière de France. Voilà, merci. Et puis, même si nous vous avons Thomas Leludec, écouté, directeur général du CHU de Montpellier. voilà. Bonjour, je suis Céline Listraoux, je suis journaliste et je suis directrice de l'association Rose et du magazine Rose Magazine. Voilà. Alors, gardez bien le micro. Donc, avec vous, on va voir en particulier la partie justement patient et puis comment on s'organise. Claude Lécher. Claude Lécher, donc je suis médecin généraliste en maison de santé pluriprofessionnelle dans la Drôme et président d'un syndicat de généralistes qui est le premier syndicat de généralistes MG France. MG France, voilà. Dominique Men, je suis le directeur de la Haute Autorité de Santé, mais à extinction rapide, puisque je cesserai mes fonctions en fin d'année, et je transite, et je pense que c'était un peu utile de le dire, parce que c'est un peu dans le débat, je transite Oui. sur des fonctions de présidence de l'ANAP. Voilà. Et puis Bernard Garrigue, vous avez un micro, monsieur Garrigue. Alors moi, je m'appelle pas David Pinet, que je suis chargé d'excuser parce qu'il n'a pas pu être là. Et donc, je vais le remplacer sans doute mal et au pied levé. Oui, excusez-moi, je vais juste essayer de prendre encore un autre micro. Je retrouverai tout à l'heure pour que de ce côté-ci, on puisse réagir assez rapidement. Alors, justement, alors vous n'êtes pas David Binet, puis vous êtes intervenu ce matin, on vous a bien écouté, et je précise que cet après-midi, entre autres axes d'intervention que vous avez choisi, c'est l'axe économique sur l'ambulatoire, mais pas que, bien évidemment. Vous pourrez intervenir à n'importe quel moment. Dominique Meigne, on va commencer par vous pour voir un petit peu comment, du côté du gouvernement, on s'organise sur cette question du parcours. Bon, je ne vais pas parler pour le gouvernement. Hein. Cécile Courrèges n'a pas pu être En là. plus, c'est vague quand on dit gouvernement, comme ça, on fâche personne. Alors, des autorités nationales, Voilà. des pouvoirs publics. Bon, effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre d'urgences et il y a notamment le PLFSS qui comporte une ingénierie très, très, très novatrice, dont je dirai quelques mots, si vous le voulez bien. Mais avant, peut-être pour marquer l'intérêt pour le directeur de la HAS, que je suis encore du sujet, c'est qu'au travers, en fait, de ce que le sujet porte, on voit enfin... On n'aurait pas pu faire ça il y a 5 ans. On voit enfin que la dimension territoriale et que la responsabilité populationnelle arrive dans les missions des établissements de santé. Alors c'est l'effet GHT certainement, c'est une sorte de peu de divine surprise de ce que la GHT, entre autres, a véhiculé comme dimension nouvelle des missions des établissements. Mais en même temps, c'est une obligation, hein, une obligation forte qui va être celle de s'ouvrir à une culture partagée, multi-opérateurs, en respectant les spécificités, les identités des offreurs de soins qui, dans notre pays, sont très diverses. Alors pour le dire rapidement, je sais qu'il y a eu un débat hier qui a pas mal animé la salle, et c'est bien qu'il y ait des débats dans un congrès de ce type-là, et le NCC a toujours été la préfiguratrice de débats qui animent la communauté hospitalière. Donc il y a une dépêche aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir, mais il y a une dépêche APM qui fait état du débat que vous avez eu hier en salle sur est-ce que c'est à l'hôpital de faire ou est-ce que l'hôpital doit rester dans les périmètres qui sont aujourd'hui le sien.
Moi, je le dis tout cru, hein, je pense qu'il y a une place pour l'hôpital, mais je ne pense pas que l'hôpital puisse agir seul, ou tout au moins qu'il puisse agir en solo. D'accord. Je prendrai un tout petit exemple qui est celui du retour d'expérience de la génération de ceux qui sont, comme moi, arrivés dans ce métier au décours des années 80. Il existait, et je l'ai bien connu en plus dans une partie de ma carrière, il existait un concept qui était celui des consultations avancées. On a tout fait pour, et certainement avec de bonnes raisons, pour le détruire, parce qu'on était dans des logiques de développement et qu'il s'agissait de créer des liens et de l'attractivité des établissements à partir de ce qu'ils représentaient, et non pas uniquement de plateformes de ce qu'on n'appelait pas à l'époque de télémédecine ou de téléportation des hospitalo-universitaires ou des praticiens des centres anticancéreux, puisque c'est souvent comme ça que ça se passait. Ben, je pense que les consultations avancées aujourd'hui, on sait qu'il en faut parfois dans les territoires les plus fragiles, mais je ne pense pas que ce soit le levier de la recomposition aujourd'hui de la territorialisation de l'hôpital. Je crois qu'il faut passer par d'autres voies, et c'est la voie partenariale, c'est de s'ouvrir à des logiques collaboratives avec les représentants des médecins libéraux en structure organisée, hein, qu'il s'agisse des centres de santé, des maisons de santé pluriprofessionnelles, de toutes les structures qui sont les structures d'exercice regroupées. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu principal, et c'est en même temps une sorte d'enjeu un peu pivotal historique pour l'hôpital, c'est de sortir de ces murs, mais pas de le faire uniquement à partir des armes hospitalières classiques. C'est aussi se confronter aux cultures professionnelles de ceux qui, jusqu'à présent, occupaient ce terrain-là qui commence aux portes de l'hôpital, c'est-à-dire les libéraux. Et donc, il faut qu'il y ait un maillage, il faut que la responsabilité populationnelle permette d'accompagner les patients dans leur parcours, etc. Tout le monde, je crois, les mots, tout le monde les connaît, mais on est dans un pays où ça se fera par appropriation collective et respect des identités. Donc il faut trouver de nouveaux modes d'exercice. Alors je vais m'arrêter là, je sais que si vous voulez tout à l'heure, je pourrais parler de ce que les pouvoirs publics, pour le coup, essaient d'initier en termes de terrain d'expérience et notamment de modèles de financement là-dessus. Prenons justement, gardez le micro s'il vous plaît, prenons justement un ou deux exemples concrets sur ce terrain-là, ce que les pouvoirs publics essayent d'impulser. Je pense que si Cécile Courrèges avait été là, mais vous en avez peut-être déjà parlé, c'est qu'il y a dans le projet de loi de financement, il y a un dispositif qui, pour l'instant, va être voté dans quelques jours. Hein, c'est celui de l'article 35 du projet de loi, qui crée une sorte de terrain d'expérience en grandeur réelle, une sorte de serious game dans le champ de l'organisation et des financements, qui, pour le coup, est quand même un renversement de la logique. Dans un pays qui a toujours fonctionné à partir de la norme et de l'exhaustivité des dispositifs et du caractère descendant de tout ce qui a un caractère vertébré et régulateur, là, on va ouvrir un champ d'initiative à la main des opérateurs, qui pourront proposer, dans le champ de l'organisation et également dans le champ des financements innovants, et les deux vont de pair, puisqu'en fait l'enjeu, ça va être d'accompagner par des dispositifs de financement dont on n'a pas aujourd'hui l'architecture et dont on n'a souvent pas plus que l'intuition, d'accompagner ces parcours avec une dimension de complexité qui n'a jamais été gérée dans les établissements de santé, ou qu'à la marge, un peu parfois, mais qu'à la marge, c'est-à-dire des financements croisés entre différents opérateurs, publics, privés, libéraux, salariés. Donc, ce que, dans le jargon du ministère, on appelle les incitations à la prise en charge partagée, qui est aujourd'hui une tête de chapitre, c'est aussi, pour la première fois, une forme de lâcher-prise de l'État qui laisse les opérateurs dans les régions, dans les groupes hospitaliers, publics, privés,
prendre au moins le droit à l'innovation et proposer des modèles qui, évidemment, auront pour objet, après, soit de servir de préfiguration de dispositifs qui seront à ce moment-là déployés plus largement, soit resteront dans un niveau d'un contexte donné à un moment donné, mais on est dans un jeu à grandeur réelle. On n'est pas sur la marge de la marge, comme ça a souvent été le cas dans tout ce qui concernait les expérimentations. Par exemple, ce qu'on a bien connu avec Thomas à la Haute Autorité de Santé, les protocoles de coopération qui ont leur sens, leur intérêt, mais qui quand même étaient ceinture, bretelle, et qui ne s'adressaient qu'à vraiment des marges dans l'exercice professionnel. Là, c'est du plein jeu. Toute possibilité d'innovation est reconnue, dès lors qu'évidemment les marqueurs seront là, c'est-à-dire la pertinence, la qualité, le retour sur l'investissement en termes d'analyse d'efficience. Voilà. Donc, pour l'instant, ce sont des mots, ce sont des engagements, mais enfin, ces engagements, ils sont dans la loi et il y a quand même une transgression. Le législateur a, d'une certaine façon, dans ce pays où tout le monde considère toujours qu'on est plutôt dans la défiance et la grogne, le législateur, dans le PLFSS 2018, ouvre un champ qui n'est pas limité, y compris financièrement, puisqu'on part sur une dotation très faible, mais une dotation qui alimentera des économies qu'elle induira et qui a vocation à s'expandre. Voilà, donc ça, je crois que c'est quand même important. Et pour Bernard Garrigue, je pense que le prochain congrès de la NCC, il faut à tout prix qu'il puisse engranger des expériences dans ce champ-là, parce que je pense que la contrepartie de tout ça, c'est l'urgence. C'est l'urgence à bouger, sachant, il faut bien le dire, je pense que Bernard le dira, qu'en 2017, on n'a pas la situation aussi mature qu'on l'avait entre 2000 et 2005, au moment où on a lancé la tarification à l'activité, avec un investissement intellectuel et des ressources qui avaient été patiemment agrégées depuis le milieu des années 90. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a une page blanche et une urgence à faire. Alors on va croiser durant ce débat à la fois des réalités concrètes sur le terrain et puis des positions de là où on parle, que l'on soit patient, que l'on soit directeur d'établissement, et puis des initiatives, des questions qui se posent. Et avant de rentrer dans cet aspect-là concret, Thomas Laludec, on va vous écouter avec les axes que vous avez choisi de nous faire partager. Alors le premier axe, c'est celui de vous dire que avant de parler du parcours dans le système, il y a le parcours intra-hospitalier. Et je pense qu'un des enjeux de transformation à très court terme, c'est de faire un hôpital de parcours plutôt qu'un hôpital de séjour. Oui. Donc ça, c'est une transformation qui est importante, qui est à l'œuvre depuis pas mal de temps avec le développement de la chirurgie ambulatoire, mais aussi avec d'autres, je dirais, modes de prise en charge, comme la récupération rapide après chirurgie, les développements de l'hôtel hospitalier, les accueils J0. Enfin, il y a un certain nombre d'initiatives qui se prennent pour réduire le temps passé à l'hôpital au bénéfice du patient d'abord et secondairement au bénéfice du mode de fonctionnement hospitalier. Donc là, les initiatives, elles sont plurielles, elles sont nombreuses dans énormément d'établissements. Le mouvement de la RAC, il y a encore 5 ans, on saisissait la Haute Autorité de Santé pour avoir une analyse de biblio sur la RAC, alors que c'est quand même une vieille chose, puisque ça date des années 90, la RAC, c'est d'origine scandinave. Mais là, il se passe quelque chose. Donc c'est mon premier axe. Et j'ai un deuxième axe, qui est aussi le fruit d'une observation en Amérique du Nord. J'avais été très frappé que lorsqu'on était passé au forfait patient sur un certain nombre d'indications, donc en fait un financement au parcours, l'hôpital s'était redéfini et ce qui était à l'extérieur de l'hôpital s'était redéfini aussi. C'est-à-dire qu'en analysant les différentes séquences de la prise en charge, on se disait mais on faisait des choses à l'hôpital qui ne sont peut-être plus utiles, il est plus utile de les faire avant et il est plus utile de les faire après. Donc ça, cette question-là m'interroge sur comment un hôpital, et encore plus de mon point de vue un hôpital universitaire, peut créer de la valeur dans le réseau de soins.
avec le réseau de soins. Je pense qu'on a 4 opportunités aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ans. C'est d'abord, je pense que techniquement, on peut digitaliser le parcours, on peut engranger de la donnée, on peut rendre le patient actif dans la transmission de l'information. Les correspondants peuvent également travailler dans ce sens-là. Et on fait une communauté, au même titre que WhatsApp est une communauté, ou permet la communauté. Et je pense que ça, c'est une première opportunité très forte. Le deuxième point, les GHT, en tout cas pour le secteur public, élargissent la potentialité de création de la valeur autour d'un parcours. Troisième point, je pense que Dominique le rappelait, ce n'est pas l'hôpital seul qui peut faire, c'est l'hôpital qui doit faire avec. Et je pense que les modes d'exercice regroupés, quels qu'ils soient, sont une opportunité. Et on n'est pas assez tourné, en règle générale, en tout cas nous les hôpitaux publics, vers ces modes d'exercice regroupés, c'est-à-dire de travailler avec ceux qui les font vivre. Puis il y a une quatrième opportunité, c'est la notion de décision médicale partagée et le rôle des associations dans la réflexion autour des parcours. Parce qu'un patient, et notamment un patient chronique, il a en moyenne, dans une année, 6 contacts avec le système de soins. C'est-à-dire qu'il devient expert, certes, on va dire, de son vécu de malade, mais il devient aussi expert de nos bons fonctionnements ou de nos dysfonctionnements. Si on prend aujourd'hui, beaucoup de patients atteints de pathologies cancéreuses vous disent, quand vous les interrogez, vous en avez forcément autour de vous, thérapeutique extraordinaire en milieu pointu, de recours, mais alors le vide sidéral après. C'est-à-dire que ça va trop vite d'une certaine façon. Donc je parlais ce matin de la formation, c'est un enjeu. Je pense aussi qu'en termes de création de valeur, je pense qu'on est face à l'irruption de ce qu'on appelle la médecine 4P, et en fait c'est 5P. La médecine 5P, c'est quoi? C'est la médecine dite prédictive, avec l'explosion des biomarqueurs. Et aujourd'hui, les biomarqueurs, ils sont partout potentiellement. Ils ne sont pas uniquement dans des établissements spécialisés. Oui. Ils peuvent être tout au long du parcours. Les préventives, c'est-à-dire qu'on va redéfinir la notion d'homme sain par rapport à un homme malade. C'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier de plus en plus une susceptibilité, un risque de développer telle ou telle maladie. Personnaliser, donc non seulement les données de santé vont être prises en compte, mais les données d'usage. Oui. Quand vous êtes, entre guillemets, dépendant d'un appareil de suppléance, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, ça peut changer extraordinairement, je dirais, le résultat final. Donc, la personnalisation. Participative, c'est le 4e P, c'est la décision partagée, c'est-à-dire le patient il participe aux décisions, parce qu'il est essentiel de l'impliquer dans la décision pour que le traitement soit compris, accepté, réévalué si nécessaire. Et puis le 5e P, et c'est important du point de vue de l'hôpital universitaire, c'est une médecine prouvée, fondée sur les preuves. Des preuves scientifiques et fondées sur des données massives. Donc ça, c'est un point qui est en train de monter en régime et qui peut avoir un impact extrêmement fort en matière de santé publique. M. Chauvin n'est plus là dans la salle, mais je pense que, par exemple, on a calculé qu'aux États-Unis, la population atteinte d'Alzheimer, si on ne reculait pas les âges de détection et puis les moments d'intervention en matière de prévention, on passerait d'environ à peu près 6,5 millions de patients atteints d'Alzheimer aux États-Unis à peu près à 2040 à 13 ou 14. Si on recule l'âge d'entrée dans les phases, on va dire, très aggravées de la maladie, on fait baisser de 5 millions le potentiel de population. C'est-à-dire, au lieu de passer à 13,5, 14, on passe à 7. Ce qui change énormément la donne, en termes, d'abord pour les patients, et ensuite en termes d'économie du système. Donc pour ça, il y a plusieurs acteurs qui doivent être mobilisés. C'est les offreurs territoriaux dans leur diversité, et cette notion de diversité est extrêmement importante. Ce qui recouvre aussi les patients, les associations de patients et les aidants, puisque sur beaucoup de pathologies, la notion d'aidant est importante, elle est bien connue dans la prise en charge de l'Alzheimer, mais elle est essentielle, bien au-delà de l'Alzheimer, pour un parcours réussi. Alors après, je pourrais parler des responsabilités techniques de l'hôpital, mais je voulais un petit peu camper le sujet, c'est-à-dire que demain, l'hôpital de parcours et la contribution de l'hôpital à la structuration des parcours patients dans notre système,
c'est aussi une opportunité de développer la recherche clinique et la visibilité de cette recherche clinique française. Tout à fait. Alors j'ai vu Alexandre Moquedé opiner du chef à chaque fois. Donc vous avez envie d'intervenir. Et après nous écouterons aussi Madame Lise Raoult parce que vous avez abordé, Monsieur Leludec, la question du patient, son expertise, sa place et la façon peut-être de le mobiliser. Alors on vous écoute d'abord, Monsieur Moquedé. Effectivement, je partage un grand nombre des constats qui ont été faits par Monsieur Meigne et par Monsieur S'il vous Leludec. plaît, mettez juste le... Pardonnez-moi. Non, mais je vous en prie, juste pour qu'on vous écoute. Bien Voilà. sûr. Je partage un grand nombre des constats qui ont été formulés par Monsieur Meigne et Monsieur Leludec, notamment sur la question de la territorialisation, de l'idée de travailler avec des partenaires, de sortir de ces murs, de s'ouvrir. Pour répondre globalement à la question de quel rôle pour l'hôpital dans l'organisation du système, dans l'organisation du parcours patient, dans le système de santé français, j'aimerais dire en préambule que de toute façon, et c'est justement la logique de l'article 35, le système de santé français, si je puis dire, n'existe pas. On n'a pas du tout la même façon de gérer les patients et d'avoir la place de l'hôpital quand vous êtes à Douai, quand vous êtes en plein cœur de la ville de Paris, quand vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, quand vous êtes dans la campagne picarde ou encore quand vous êtes à Mayotte. Vous avez un rôle de l'hôpital complètement différent, vous avez un rôle des soins primaires complètement différent. Et la logique de l'article 35, justement, ce sera de permettre l'émergence de parcours différenciés, l'émergence de rôles des acteurs différenciés en fonction de ces différents paramètres que vont être la précarité des patients, l'accès aux soins des patients, ainsi que les différentes positions des offreurs. Donc dans la question quel rôle de l'hôpital dans l'organisation du parcours patient, il y a deux questions en fait. Il y a la première question de comment on met en œuvre le parcours, de comment se déroule le parcours, et la deuxième question qui arrive tout de suite après, quasiment, c'est qui l'organise ce parcours. Qui pilote, exactement. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai cru comprendre que vous aviez déjà pas mal traité cette question au cours de ces 2 jours. En outre, je n'ai pas énormément de choses à dire dessus. Bon. Mais en tout état de cause, on est face à un rôle paradoxal de l'hôpital. Oui. Parce qu'à la fois, il a un rôle extrêmement important, peut-être trop important dans le parcours de santé des Français, mais à la fois, il n'est pas assez présent. Il a une place extrêmement importante parce que dans les faits, il représente une porte d'entrée dans le système de santé, une porte d'entrée très importante. La porte d'entrée, normalement, c'est qui ? C'est le médecin traitant, c'est le médecin généraliste, c'est l'équipe de soins primaires, c'est ce qu'on appelle les soins de premier recours. C'est quelque chose qui est rappelé à plusieurs reprises dans le Code de la sécurité sociale, dans le Code de la santé publique. La difficulté, c'est que les soins de premier recours, aujourd'hui, ils sont également de plus en plus assurés par l'hôpital. Vous avez en moyenne 4% par an d'augmentation de recours aux urgences, tandis que dans le même temps, le nombre de consultations de généralistes diminue. Oui. Pour le moment, en termes de volume, on est sur du 19 millions de passages aux urgences par an, un peu plus, presque 20 millions de passages aux urgences, et sur environ 400 millions de consultations chez les généralistes. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais les courbes tendent non pas à se croiser, mais en tout cas à se rejoindre. Donc on voit que l'hôpital assure de plus en plus un rôle de premier recours dans le parcours, un rôle de porte d'entrée. Pourquoi ? Parce que l'hôpital, et c'est pour ça que je tenais à dire en préambule qu'on avait des diversités géographiques, des diversités démographiques, des diversités d'offreurs de soins, c'est que l'hôpital, actuellement sur le territoire et dans certains territoires particulièrement fragilisés, assure un rôle fondamental dans l'égalité d'accès aux soins. L'égalité géographique ainsi que l'égalité financière devant l'accès aux soins. Pourquoi les établissements vont à l'hôpital ? Parce que pourquoi les établissements ? Pardonnez-moi. Pour moi, les patients, vont à l'hôpital pour chercher des soins de premier recours qui relèveraient du généraliste dans une approche de parcours coordonné à partir d'un médecin généraliste gatekeeper, comme on dit. C'est pour 2 choses. D'une part, parce que le patient prend l'hôpital comme une plateforme de service. Oui. D'accord ? Une plateforme de service, c'est-à-dire que quand vous allez aux urgences, vous savez que vous aurez vos examens de labo, vous aurez votre scanner, votre radio, votre IRM, bref, vous aurez un ensemble de services qui sont offerts par un plateau technique. Donc effectivement, plutôt que d'aller chez le généraliste, ça peut être plus intéressant d'aller à l'hôpital s'il y a des examens complémentaires à faire après. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'avance de frais et de toute façon, il y a des endroits où, au-delà du fait qu'il n'y a pas de médecin en secteur 1, il n'y a pas de médecin tout court. Donc l'hôpital est le dernier bastion d'une offre de soins, si je puis dire. Ça contribue à faire du système de santé un système, ce qu'on va appeler un peu hospitalo-centré.
mais il n'est pas hospitalo-centré du fait d'une volonté hégémonique de l'hôpital. Il est hospitalo-centré d'une part pour cette raison que je viens de vous exposer, qui est que le patient a recours à l'hôpital, surtout les patients les plus fragiles géographiquement ou économiquement, mais également du fait de la régulation. La régulation est hospitalo-centrée. Pourquoi ? Parce qu'on a une régulation qui actuellement est un peu duale. L'ARS est à la fois une instance de régulation, donc qui régule l'offre de soins sur un territoire, mais également une tutelle pour l'hôpital. Oui. Or, du fait de son rôle de tutelle, elle estime, et a raison, qu'elle a plus de contrôle sur l'hôpital que sur la médecine ambulatoire. Et de ce fait, elle va avoir peut-être une tendance naturelle à plus se tourner vers l'hôpital pour répondre aux besoins de santé. C'est la difficulté qui fait qu'on est dans un système hospitalo-centré. Demain, aujourd'hui et demain, vers quoi est-ce qu'on aurait l'objectif d'aller ? Remettre l'hôpital à sa juste place. Remettre l'hôpital à sa juste place, ça veut dire lui permettre effectivement d'assurer ses missions d'accès aux soins, mais également de le remettre à sa place dans le parcours. Comme vous l'avez dit, monsieur Leludec, le parcours de soins, il est également organisé par le fait qu'il y a un échange d'informations entre les différents acteurs. Et cet échange d'informations, il va être facilité aujourd'hui et demain, non seulement par les systèmes d'info communs des GHT, mais également par l'urbanisation régionale des systèmes d'information, par le prochain plan e-hôpital ou e-offre de soins, je ne sais pas comment il va s'appeler, le prochain le numérique plan. En général. Voilà, hôpital numérique, mais également par une meilleure gouvernance des parcours. Aujourd'hui, qui organise les parcours ? C'est écrit dans la loi, ça fait partie de la stratégie nationale de santé. L'organisation des parcours est de la responsabilité de la nation, c'est l'article 1411-1 du Code de la santé publique. C'est extrêmement clairement écrit, mais dans les faits, qui l'organise le parcours ? C'est le patient et le médecin généraliste. Le patient, parce que c'est lui qui décide où il va, c'est la liberté de choix et c'est un principe fondamental sur lequel il ne faudra pas déroger, la liberté de choix du patient. Et deuxièmement, c'est le médecin généraliste. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le patient, il a sa liberté de choix, mais il y a ce qu'on appelle une asymétrie d'information qui fait que le premier référent d'un patient, c'est d'abord son médecin généraliste. Et son médecin généraliste, c'est lui qui va le guider normalement au travers de son système de santé. Et notre responsabilité vis-à-vis de ça, ça va être d'assurer une responsabilité vis-à-vis de ce médecin généraliste, parce que c'est le guide. Mais aujourd'hui, quand le médecin nous envoie, et c'est notre faute en tant qu'hôpital public, quand le médecin nous envoie un patient qu'il est censé guider dans le système, un certain nombre de médecins vont nous reprocher qu'ils n'entendent plus jamais parler du patient ensuite. C'est-à-dire qu'ils injectent le patient dans le système, si je puis dire, et après ils n'en entendent plus parler. Il y a pas assez on n'est pas assez vigilant sur les comptes rendus d'hospitalisation, on n'est pas assez vigilant sur les lettres de liaison, les lettres de sortie, on n'est pas assez vigilant sur le lien avec la médecine de ville. Alors l'organisation du parcours, c'est quoi ? C'est justement être capable de parler à ce référent qui restera le référent, qui est le responsable, qui est le médecin généraliste, et d'être capable d'organiser à l'échelle territoriale, et je pense que les conseils territoriaux de santé sont le lieu de cette gouvernance, une gouvernance des parcours partagés entre les tutelles, donc l'État symbolisé par l'ARS, les établissements, les offreurs de soins ambulatoires et les patients. Les patients qui sont les plus grands experts du parcours, comme vous l'avez dit. Et dans les établissements, on n'est pas forcément alors surtout dans les petits établissements, on n'est toujours pas très conscient de ça, mais la personne qui connaît le mieux le parcours du diabétique, c'est pas le médecin généraliste ni le diabétologue, c'est l'association française des diabétiques souvent. C'est eux qui sont capables justement de vous dire, là il y a des difficultés, là il y a des ruptures de continuité des soins, là vous ne faites pas bien votre boulot. Donc d'avoir une gouvernance partagée des parcours entre les établissements, les praticiens de ville, ainsi que les patients. Alors ça, c'est pas fait pour vous déplaire, Céline Listraou, d'entendre cela sur à la fois la place du patient, sur son expertise et puis son importance même dans le parcours en tant qu'informateur. Et nous vous écouterons aussi après, Claude Léchère, sur le rôle des généralistes. Oui, merci. Alors, vos paroles sont du miel dans mes oreilles. Oui, la première fois que j'évoque toujours ça avec beaucoup de tendresse parce que j'aime beaucoup Josy Reffers qui nous a quittés l'an dernier, qui est un ami de longue date. La première personne à me parler d'ambulatoire, ça a été Josy, il y a une dizaine d'années, avant que je sois moi-même malade de cancer et que je l'expérimente moi-même. Et on avait eu des discussions, je suis philosophe de formation, moi, et journaliste mais néanmoins philosophe. Et on avait eu des discussions à l'époque avec Josy absolument passionnantes autour de ça,
où il parlait avec passion du virage ambulatoire. Et moi, je disais, attention, Josie, que ce virage ne devienne pas un sens interdit pour les patients. Pourquoi ? On parle de parcours patient. Et en fait, moi, la philosophe que je suis vous dit, un homme ou une femme est un individu. Et individu, ça veut dire indivisible. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas découper en tranches. Un malade ou une malade de cancer, moi je vais parler d'une malade parce que je suis directrice d'une association de femmes malades essentiellement, mais on a quelques hommes dans l'association. Une femme malade de cancer, elle n'est pas malade de cancer entre 8 et 9 tous les matins quand elle va faire sa radiothérapie ou toutes les 3 semaines quand elle va prendre son taxotère. Elle est malade tout le temps. Elle est malade le matin quand elle se lève et qu'elle est fatiguée et qu'elle a des enfants à faire petit déjeuner, à amener à l'école. Elle est malade quand elle est à l'hôpital. Elle est malade quand elle a eu la chance de garder son emploi, mais qu'elle est fatiguée à 12h30 et qu'elle va faire une sieste dans les toilettes sans se faire remarquer. Elle est malade quand elle rentre le soir chez elle et que son compagnon est parti parce qu'il ne supportait pas une femme avec un sein en main. Enfin, je ne veux pas vous faire pleurer parce que tous ces parcours, vous les connaissez, vous y êtes tous les jours confrontés. Nous aussi dans les associations. Ce que je veux dire, c'est que dans cette idée de parcours de patient, il ne faut juste pas oublier que le patient est un individu et qu'à partir du moment où l'hôpital est une plateforme technique, ce qu'elle est en train de devenir de fait avec l'ambulatoire, cette plateforme technique, elle est rassurante et je pense que évidemment toutes les études montrent à quel point les patients et les patientes sont rassurés d'être à l'hôpital public et lui sont redevables et en sont conscients, vraiment. Oui. En revanche, une fois qu'on est parti de l'hôpital, il y a beaucoup de solitude. Hier, pas plus loin qu'hier, j'étais à une journée sur le cancer du sein métastatique. Ces femmes qui ont des cancers du sein métastatique sont souvent... Alors, elles vont à l'encontre de la doxa générale qui fait qu'on doit guérir du cancer. Mais ça, c'est philosophique et éthique. En revanche, elles se retrouvent souvent, et même celles qui sont sur des cancers du sein d'emblée métastatiques, dans une situation où finalement, elles vont peu à l'hôpital, elles sont soignées à la maison, les traitements qu'on leur donne ne leur font pas tomber les cheveux, donc les gens lui disent vous n'êtes pas vraiment malade, vous n'allez pas à l'hôpital, vous avez encore votre cheveu, et par ailleurs, elles ont une espèce de pression de la société qui dit finalement un cancer du sein, c'est rien. Oui. Sauf que non, elles ont un cancer du sein métastatique, elles vont mourir, elles en sont conscientes. Voilà. Et il y a une solitude. Hier, toute la journée, dans cette journée autour du cancer du sein métastatique, j'ai été atterrée par toutes les femmes qui parlaient d'un sentiment immense de solitude et de dessaisissement même du statut de patient. Et ça, c'est très difficile. Alors évidemment, on va au bout du bout, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans le cas de femmes qui sont traitées à la maison, qui vont peu à l'hôpital. Mais pour moi, c'est une image à ne pas perdre. L'hôpital ne doit pas devenir qu'un centre technique. Et je pense que même pour vous, les soignants, si vous devenez qu'un centre technique, c'est pas tous les médecins qu'on connaît, c'est pas pour ça qu'ils deviennent médecins. C'est pas juste pour faire une opération et dire aux gens après, bon, écoutez, c'est fini, ciao. Donc on a, nous, créé dans notre association des structures qui essaient d'accompagner du point de vue du patient ceux qui sont en train de se passer, c'est-à-dire le virage ambulatoire, pour que ce virage ne devienne pas un non-sens. Donc on a déterminé 3 axes principaux pour accompagner le patient. Le premier, c'était la première réalisation de notre association, c'est un magazine. Pourquoi ? Moi, je suis moi-même patiente. J'ai été soignée il y a 7 ans pour un cancer du sein dans un hôpital public. Et j'étais effarée par la difficulté que j'avais, moi, en tant que journaliste, ça fait quand même 25 ans que j'avais ma carte de presse, à avoir des informations fiables de la part de mon équipe de médecins, en qui j'avais par ailleurs totalement confiance. Alors, évidemment, des informations sur ma maladie, mais aussi des informations sur les traitements, sur ce qu'était l'ambulatoire, sur ma vie. Bon. Donc, on a créé avec une amie ce journal qui s'appelle Rose Magazine, que vous distribuez, et je vous remercie beaucoup, parce que notre premier distributeur, ce sont les hôpitaux de la FHF, que vous distribuez à 150 000 exemplaires à la FHF, ce qui n'est pas peu. On avait commencé par de l'information, parce qu'évidemment, dans le parcours patient, la première chose, c'est de l'information. Et on est étonné des besoins d'information, ce n'est pas nécessairement les femmes les plus modestes qui ont le plus des difficultés à trouver l'information. Il y a des femmes extrêmement brillantes et des hommes extrêmement brillants, y compris des médecins, qui sont à la recherche d'informations, qui ne savent pas la trouver, et des gens qui le sont beaucoup moins et qui y arrivent assez facilement. Donc cette notion d'information est vraiment essentielle. Ensuite, on a ouvert à Bordeaux il y a 2 ans ce qu'on appelle une maison rose.
Alors, on n'est pas les premiers ni les seuls à accueillir des patientes, mais on l'a fait avec un état d'esprit qui est celui, on va dire, philosophique qui sous-tend toute notre action. C'est de dire aux femmes qui viennent chez nous, vous valez quelque chose. On nous a beaucoup dit, Rose Magazine, c'est un truc de bonne femme, votre journal, il est beau, il y a des belles photos. Bah oui, et je le revendique. Derrière cette idée, il y avait quoi? Quand vous avez un cancer, vous êtes seul, vous êtes moche, vous n'allez plus au travail en général, vous voyez plus vos amis, vous n'allez plus au restaurant parce que vous pouvez rien manger. La vie est quand même d'une grande difficulté. C'est un grand moment de solitude, mais vous ne pouvez pas vivre en apnée pendant 3, 4, 5 ans, le temps que durent les traitements. Donc on a voulu rendre de la beauté aux femmes avec ce journal, de l'information et de la beauté. Avec la Maison Rose, on a fait pareil. Au lieu de se dire on va prendre 400 mètres carrés où il va y avoir des vieilles lumières au plafond, on a fait un joli appartement en plein centre de Bordeaux. Cette première Maison Rose est à Bordeaux. On en a une en projet avec la mairie de Paris l'an prochain. Et on a fait tout décorer par un décorateur. Et les femmes, elles sont là, elles sont dans un cocon. Et ce qui est génial, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent toutes la même chose. Je reviens à l'ambulatoire. Je suis passée par un chemin un peu de traverse, mais j'y reviens, pardon. Elles nous disent toutes, on est toutes seules avec notre cancer. On est maman. On rentre à la maison le soir, on ne veut pas en parler à nos gamins, on ne veut pas en parler à nos compagnons. Oui. Par ailleurs, l'ambulatoire, alors on est 2 femmes là, mais il y a pas mal de femmes dans l'auditoire, soyons clairs, les femmes qui sont en ambulatoire et qui rentrent chez elles le soir, finalement, elles ne sont pas hospitalisées, c'est donc pas si grave leur cancer. Donc, elles vont pouvoir faire la vaisselle, elles vont pouvoir s'occuper des enfants, elles vont pouvoir leur faire les devoirs. Donc, cet ambulatoire induit dans l'esprit des gens, et je pense des hommes, beaucoup dans les couples, que finalement, ce cancer-là, comme on l'entend partout, surtout dans le cas de cancer du sein, c'est franchement pas si grave. Et donc, au lieu, cette notion de care qui devrait être prise en charge dans la société ne l'est plus à cause même de l'ambulatoire, puisqu'il y a une espèce de méconnaissance et d'incompréhension de la part de la société. Finalement, si vous n'êtes pas à l'hôpital, c'est pas si grave que ça. Donc, l'important, c'est d'avoir un tiers-lieu, comme on l'a fait à Bordeaux, mais une fois de plus, il y a plein, la Ligue le fait merveilleusement bien aussi, il y a plein d'associations qui font ça. Mais un tiers-lieu pour que les femmes qui sont en traitement se donnent le droit d'être malades quelque part aussi, de ne pas être juste pas malade. Et ce statut de malade est important, parce que, moi, en tant que philosophe, je pense que c'est important d'interroger ce statut de malade dans le développement de l'ambulatoire, parce qu'il est remis en cause. Et c'est important, et philosophiquement, et sociologiquement aussi. Et enfin, on est en train de monter quelque chose, et je vais vous amener un petit film, autour des transports sanitaires. On a évidemment vu que la Cour des comptes disait l'an dernier que les transports sanitaires allaient devoir être de manière drastique diminués. Vous êtes les hospitaliers les premiers à profiter de ces diminutions avec les contrats que vous avez tous signés avec l'État. Donc on s'est dit finalement, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, mais on va essayer de se servir de ce qu'on sait, c'est-à-dire d'une application ou d'une plateforme web. On va se servir de quelque chose de pragmatique, de simple, pour entraîner les patients à covoiturer gratuitement, parce que notre plateforme est gratuite, covoiturer à l'hôpital. Ce n'est pas du covoiturage juste gratuit. C'est en fait, on demande aux hôpitaux de créer leur plateforme, sur notre plateforme, leur espace, pour que les femmes et les hommes puissent partager, on dit partager un bout de chemin, ça c'est de la pub, mais en réalité partager un morceau de voiture, ça, pour aller à l'hôpital, parce qu'aujourd'hui finalement, dans le cadre de la radiothérapie par exemple, vous avez un mari super sympa qui vous amène 45 jours de suite faire votre radiothérapie, ou vous prenez le bus, voilà. On sait que les femmes... de moins en moins de bons aussi, je crois. Voilà, donc c'est... Alors peut-être on va pouvoir voir le petit film, messieurs.
Alors peut-être une petite explication. Voilà, ça met de l'ambiance avec la musique et tout. Les voilà. chiffres, le nombre de personnes, enfin comment les réactions autour de ce site, alors, de ce service. Alors écoutez, je veux dire, c'est très difficile à installer. Alors juste parce que vous êtes un certain nombre de directeurs d'hôpitaux, donc c'est absolument totalement gratuit. Il n'y a aucun labo derrière. Donc c'est notre association qui a levé les sous pour financer ça. Voilà. Nous ne sommes pas propriétaires des numéros, etc. C'est vraiment un service que nous, patients, on a voulu rendre aux autres patients parce qu'on a tout expérimenté dans notre association, la difficulté à vivre l'ambulatoire au quotidien, c'est-à-dire trouver un moyen de transport pour aller faire sa radiothérapie ou sa chimiothérapie. C'est compliqué à installer aujourd'hui à la FHF, je vous dis juste pourquoi, parce que la première question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que ça va nous coûter ? Alors, rien. Voilà. Il faut mettre une bannière. En fait, il faut juste que chaque hôpital crée sa bannière sur le truc. C'est exactement une demi-heure de travail d'un maquettiste, c'est-à-dire 60 € de mettre la bannière et de créer l'hôpital. Et après, il faut faire le travail à l'intérieur de l'hôpital pour en informer évidemment les dames à l'accueil, les médecins, les oncologues, les patientes, parce que c'est un travail aussi que doit faire l'hôpital. On peut l'accompagner là-dessus, évidemment. Donc, sur ces 3 axes, l'information avec un journal de mass média, une fois de plus, 200 000 exemplaires, c'est autant que l'Express, c'est du mass média. Je dis l'Express parce que j'étais chef de l'Express pendant des années, mais je pourrais dire Le Point ou Le Monde. C'est un système de covoiturage et on espère avec ce système développer la citoyenneté. Parce que quand il y a de grandes fragilités, notre besoin, c'est aussi de créer des sursauts de citoyenneté. Et je me dis finalement, ces femmes qui vont partager à un moment de leur vie une voiture, elles vont pouvoir aussi faire dans cette voiture, dans cet espace, ce périmètre voiture, on va dire, elles vont pouvoir peut-être réussir à faire ce qu'on fait dans la Maison Rose de Bordeaux, c'est-à-dire un lieu où elles s'échangent, elles se marrainent. Elles parlent de leur maladie, de leurs effets secondaires, dont parfois personne ne leur parle, et elles se soutiennent, et elles s'aident sur des choses en plus de l'hôpital. Elles se gardent leurs enfants, elles vont faire leur marché. Enfin, on a réussi dans la Maison Rose à Bordeaux à créer une communauté active qui s'entraide et que ça fait sortir par le haut de la maladie de s'entraîner. Oui. C'est-à-dire, vous n'êtes pas au fond du trou, vous dites je suis au fond du trou, mais je vais aider celle qui est encore plus au fond du trou, et ça vous aide à vous tenir debout. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que j'ai pris ces 3 exemples, je pourrais partir de parler, on fait beaucoup de lobbying pour d'autres choses, mais ces 3 exemples, ils sont très, très importants parce qu'ils montrent comment, dans un parcours de soins ambulatoires, à partir du moment où l'hôpital nous considère comme un partenaire possible, on peut vraiment avancer sur nos missions ensemble. Oui, alors sur la question justement du risque que l'hôpital devienne une plateforme technique, un lieu de passage, et puis la question de qu'est-ce qu'on fait du care, tout ce qui est soin. C'est vrai qu'il y a en ouverture, Jean-François Mattei l'avait aussi évoqué, alors avec d'autres mots, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais l'idée de ne pas oublier de prendre soin après avoir donné des soins, c'est-à-dire sur cette idée-là du parcours. Je me tourne vers vous, Claude Léchère, dont justement le médecin généraliste. Depuis 2 jours, on met en exergue l'importance du généraliste, l'importance des soins primaires. Si, croyez-moi. Alors, on va vous écouter. Je redis juste 2 mots sur qui je suis et ce que j'ai fait. Je suis médecin libéral, donc président d'un syndicat de médecins généralistes, mais j'ai été longtemps médecin hospitalier à temps plein quand j'étais interne pendant 5 ans et demi, puis attaché à l'hôpital de Valence pendant une vingtaine d'années. De là vient peut-être mon regard, qui est un regard beaucoup plus coopératif et non pas un regard critique sur l'hôpital, puisque quand même beaucoup de mes confrères qui sont présidents de syndicats libéraux disent qu'il faut aller déshabiller l'hôpital pour habiller la ville. Très sincèrement, je pense que si aujourd'hui la dépense de soins avec hospitalisation frôle les 38% de la consommation de la CSBM, consommation de soins et biens médicaux, c'est pas simplement parce que l'hôpital est mal géré ou qu'il ne fonctionne pas bien, etc. C'est aussi parce que beaucoup de soins sont faits avec ou dans l'hôpital avec hospitalisation ou, je dirais, en consultation à l'hôpital. Et vous avez parlé tout à l'heure des 20 millions de passages aux urgences. Je vous rassure, dans 10 ans, ça ne sera pas 20, ça sera 30. Donc il va falloir que, ou bien on s'organise entre la ville et l'hôpital, ou bien il faut vous préparer, dimensionner vos services d'urgence pour accueillir 30 millions, parce que, alors ce n'est pas 400 millions, mais nous faisons 300 millions d'actes par an. Nos collègues d'autres spécialités font 100 millions de consultations, plus 150 millions d'actes techniques, mais dont certains sont faits aussi en hospitalisation en clinique. Donc le vivier dans lequel on va continuer à puiser
c'est 20 millions, puis 30 millions, puis je ne sais pas combien dans 20 ans de passage aux urgences, c'est un vivier qui est inépuisable. Et ce vivier et cette évolution finit par tuer l'hôpital. Parce que si vous êtes obligé d'organiser l'hôpital autour du service des urgences, alors que plus de 80% des gens sont des CCMU 1 et 2, évidemment, ça n'est pas tenable en termes d'organisation. J'ai l'impression que parfois, quand je viens dans des colloques comme celui-ci, de devoir ramer, de repartir presque 10, 15 ou 20 ans en arrière. J'entends, heureusement, vous avez parlé de soins primaires et vous avez parlé de médecins traitants. Les soins primaires, ce n'est pas les soins primitifs, je vous rassure. C'est les soins primaires au sens primary care des anglo-saxons. Les soins primaires, c'est autour du médecin généraliste traitant, c'est la définition dans la loi. Nous nous structurons progressivement parce qu'à MG France, nous sommes à l'origine des maisons médicales de garde, nous sommes à l'origine des maisons de santé pluriprofessionnelles, nous sommes même à l'origine des protocoles de régulation qu'utilisent les SAMU aujourd'hui, qui ont repris en 2000 les protocoles de régulation que nous avions, nous, organisés en 90 en 4 niveaux. Et pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que quand on a créé le centre 15 de la Drôme, c'était une organisation entre le directeur du SAMU, Luc Gabriel. Moi, j'avais introduit le médecin et pompier parce que c'était la guerre entre eux, donc je me suis dit il vaut mieux qu'on vienne travailler ensemble plutôt que de continuer à se faire la guerre. Et on a fait un centre 15 co-géré avec un médecin qui n'était pas directeur libéral, parce que je n'avais pas de fonction officielle dans ce domaine-là, mais on a fait un centre 15 co-géré avec des protocoles, avec gestion de la sortie réflexe des pompiers. On a progressivement éteint les sorties réflexes des pompiers qui progressivement sont revenus à un niveau tout à fait normal, qui est de l'ordre de quelques pourcents pour les appels. Donc, je le dis aujourd'hui très clairement, il me semble que si on ne réfléchit pas sur des concepts qui sont clairs, cohérents et partagés entre vous et nous, on ne va pas y arriver. Premier concept, ce que j'appelle moi le SR3P, c'est-à-dire quel est le service rendu? Parce que c'est ça qui doit nous guider. Le système de santé, il n'est pas fait pour les professionnels, il n'est pas fait pour les hôpitaux, il n'est pas fait pour les médecins généralistes. Il est fait pour les patients, pour les usagers. Maintenant, on nous demande d'utiliser ce terme. Service rendu aux patients. Bon, ça, tout le monde comprend ce que c'est, tous les médecins savent ce que c'est que de recevoir un patient et de s'en occuper. Mais service rendu maintenant, depuis 2005, à la patientèle. Moi, je suis médecin traitant, j'ai à peu près 900 patients médecins traitants. Aujourd'hui, on est en train d'inclure les enfants dans le parcours de soins. Et donc, j'ai aujourd'hui des objectifs concernant ces 900 patients médecins traitants. J'ai des responsabilités d'organisation, de prise en charge. Et un jour, vous verrez des procès parce que le médecin traitant n'a pas, 20 ans avant, proposé la vaccination pour le papillomavirus à une jeune fille ou à sa mère. Et 20, 30 ou 40 ans après, elle fait un cancer du col de l'utérus. Elle est en droit de dire « mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas fait ce vaccin ?» Donc, on a aujourd'hui des responsabilités patientèles avec une dimension qui est extrêmement lourde de responsabilité. Si vous loupez un dépistage et qu'il se trouve que la personne en question a un cancer, évidemment, si ce loupé est votre responsabilité, c'est embêtant. Aujourd'hui, je dis à mes collègues, quand vous proposez l'hépatite B à des parents pour un nourrisson de 2 mois, que les parents vous disent « non, je veux bien faire les autres vaccins, mais celui-là, je ne veux pas », je leur conseille de l'écrire au stylo-bille dans le carnet et de le signer. Vaccin proposé. D'accord? Et il n'a pas été fait. Parce que je ne sais pas ce qui se passera. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est 18 ans après la majorité. Si un enfant fait un jour une hépatite grave et se retrouve avec un besoin d'une greffe de foie, c'est évidemment pas un succès pour le système de santé. Et dans le SR3P, donc patient-patientèle, il y a une troisième dimension qui est populationnelle. Alors, je vous donne un exemple de ce que nous faisons déjà qui ne marche pas toujours, mais que nous organisons quand même, qui sont les gardes de soir et de week-end. Des gardes, d'ailleurs, très sincèrement, on se demande pourquoi on les fait, parce que le nombre d'actes que nous faisons est en chute libre. Pourquoi? Parce que dans les régulations, aujourd'hui, quand vous avez un appel au 15, entre 70 et 80% des appels se terminent par des conseils. Donc en matière de régulation et de diminution de la dépense, nous, on a vu le résultat. C'est-à-dire que nous, dans nos cabinets, quand on est de garde un soir ou un week-end, alors je suis dans un village à 15 km de Valence, bon, c'est pas partout pareil, c'est la raison pour laquelle nous avons fait les maisons médicales de garde, qui par contre, elles, quand on arrive à les organiser à côté des urgences, la porte d'à côté, parfois même c'est la même porte, puis après vous bifurquez. Quand les hôpitaux veulent bien de nous, parce qu'en hôpital général, Valence, tout ça, ça marche bien, toute la Drôme est maillée de maisons médicales de garde parce que ce ne sont pas des CHU. En CHU, c'est un peu difficile, parce que malheureusement, les responsables des services d'urgence sont beaucoup moins réceptifs à cette collaboration.
Voilà, donc nous avons ces 3 services à rendre. Et pour rendre ces 3 services, nous avons 3 niveaux de soins. Nous avons les soins, ce qu'on appelle les soins primaires, c'est-à-dire, s'il vous plaît, vous avez un problème de santé, vous commencez par aller voir votre médecin traitant. Massivement, la population le fait, mais une proportion grandissante de gens ne le font pas, soit parce qu'ils ne veulent pas le faire, ça a été décrit tout à l'heure, vous allez à l'hôpital, vous avez droit au scanner, à la prise de sang, etc. Et souvent, c'est fait en quelques heures. Et donc, de ce côté-là, franchement, l'hôpital s'est organisé avec des plages réservées aux urgences en IRM et scanner. Et donc, bravo, parce que cette organisation n'est sûrement pas facile à assumer. Mais nous essayons, nous, de dire, chaque fois que quelqu'un vient aux urgences, il faut le remettre dans un parcours normal. Et je pense qu'on a un travail très ambitieux, dans ma tête à moi, à faire entre les médecins généralistes et les services d'urgence. Il faut arrêter d'appeler ça les services d'urgence, parce qu'ils font maintenant tout sauf de l'urgence. Il faut avoir des services d'accueil et d'orientation avec un module urgence, et que ce service d'accueil et d'orientation soit organisé, soit co-organisé entre l'hôpital et la médecine de ville. Donc, niveau de soins, soins primaires. Nous en faisons l'essentiel quand même si vous considérez à juste titre que quelqu'un qui se présente à l'hôpital, s'il se présente pour un problème, c'est aussi les soins primaires. Les soins secondaires de ville, nous travaillons essentiellement, parce que c'est facile, ça va vite, on se connaît avec des confrères qui sont d'autres spécialités et qui reçoivent nos patients pour essayer de gérer des problèmes parfois compliqués. Et si ça ne suffit pas, nous avons un niveau d'expertise. Et c'est là où l'hôpital nous intéresse. Oui. C'est là où nous souhaitons, nous, que l'hôpital se recentre sur ce niveau d'expertise. Alors en CHU, c'est de plus en plus vrai. Moi, je ne suis pas dans une ville CHU, mais c'est vrai que si j'ai une pathologie très particulière, un trouble de rythme très particulier, moi j'ai une famille où il y a une maladie génétique avec une cardiomyopathie obstructive. Le père a fait 2 arrêts cardiaques qui ont été réanimés. Il a un défibrillateur implantable, etc. Il est suivi conjointement par moi, par le cardiologue de Valence et puis par le service du professeur Chevalier à Lyon. Mais il est évident que lorsque les parents m'interrogent, puisqu'on a découvert les gènes, sur ce qu'on fait pour leurs 3 jeunes enfants, je leur dis, écoutez, on va attendre l'adolescence parce que vous le sachiez avant, c'est à l'adolescence que les problèmes commencent, quand le cœur se met à grossir. Et donc, il faut à ce moment-là que je gère, moi, la problématique de ce que vous avez appelé la médecine prédictive. Et la médecine prédictive, c'est mon problème à moi quasi quotidien aujourd'hui. Parce que les progrès, notamment faits grâce aux services de pointe, notamment en CHU et à l'INSERM, nous permettent aujourd'hui d'expliquer à des parents qu'on peut faire de la médecine prédictive concernant leur enfant, mais qu'on ne sait pas si leur enfant sera malade. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont porteurs du gène et qui ne sont pas malades. Voilà, donc nous avons besoin de l'hôpital d'abord pour ça, d'abord pour cette expertise de 3e niveau. À Valence, l'hôpital est tellement débordé, tellement submergé, qu'aujourd'hui, un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde suivi en service de rhumato avec des traitements, je dirais, dernière génération, je ne peux plus l'envoyer à l'hôpital. On me dit, mais est-ce qu'il a vu un rhumato de ville? Parce que nous, on est tellement surchargés qu'on ne peut plus. Donc, faites attention de garder cette dimension hôpital-expertise, 3e recours. Si nous travaillons comme ça, nous pouvons petit à petit recréer du parcours de soins. Nous sommes en difficulté. Vous avez bien fait de rappeler que le nombre d'actes en médecine générale diminue, pour une raison très simple, c'est que le nombre de généralistes diminue, c'est tout. Quand vous demandez à un jeune médecin de s'installer tout seul, de créer son cabinet, de gérer son cabinet, de n'avoir autour de lui personne parce qu'il est tout seul dans son cabinet, ils ont quand même une certaine crainte. Ils sortent d'un milieu, l'hôpital, où on va demander à un tel un avis, où on va demander des avis spécialisés très facilement. Il y a une vraie solidarité de fonctionnement la plupart du temps à l'hôpital. Et donc, vous ne pouvez pas leur demander tout d'un coup de partir tout seul dans un endroit où ils ont l'impression d'être en risque professionnel, parce qu'il faut 10 à 15 ans pour être un généraliste tranquille, à l'aise, etc. Donc, dans cette façon de regarder les choses, nous, en MG France, nous sommes des innovateurs. Donc, je vous ai parlé des maisons médicales de garde, j'ai parlé des maisons de santé. Les équipes de soins primaires que nous allons commencer à développer aussi, ça sera des équipes de soins primaires sans maison de santé, mais c'est aussi des gens qui veulent protocoliser leur façon de travailler avec les infirmières, les pharmaciens, et après dire à l'hôpital, ben voilà, à tel et tel endroit, comme nous sommes organisés de telle façon. Nous sommes aussi des innovateurs parce que quand j'ai proposé à Marisol Touraine dans la loi de modernisation de santé d'introduire une dimension territoriale nous concernant nous, ça a commencé par le fameux service public territorial de santé dont nous ne voulions pas, et ça se termine avec quelque chose qui est un outil intéressant, qui se développe à toute allure et plus vite que les maisons de santé, qui sont les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé.
organiser l'ambulatoire et formaliser l'ambulatoire pour après venir voir nos collègues à l'hôpital, mais aussi voir la santé scolaire, la santé au travail, la PMI et bien entendu les services médico-sociaux pour présenter une organisation de l'ambulatoire qui va aller tout doucement en se fiabilisant et dire à l'hôpital, vous voulez qu'on travaille comment ? Moi, quand j'envoie une patiente qui a un cancer du sein à l'hôpital, pour moi, l'hôpital, c'est le triangle des Bermudes. Ma patiente disparaît. Parce que moi, je milite pour qu'elle fasse du dépistage, on fait du dépistage. Malheureusement, on trouve un cancer. Eh bien, l'oncologue, plus le radiothérapeute, plus le chirurgien, parfois plus le gynécologue, estime normal de la reconvoquer une fois par an. Et ce scotome, qui est un scotome gigantesque que l'hôpital a vis-à-vis de la fonction médecin traitant, c'est un scotome qui, à la fois, vous désorganise et nous décourage. Parce que quelque part, moi, je suis à Valence, 110 km de Lyon. À la fin, je finis par envoyer mes patientes au centre Léon Bérard à Lyon, parce qu'au moins, il y a 110 km. Et quand même, il y en a quelques-uns qui disent « je ne vais pas vous faire 110 km, vous allez aller voir votre médecin traitant pour vous examiner, vous faire les examens qu'il faut. » Et puis, les gens qui reviennent chez nous, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas tout seuls, ils ont de la famille, ils ont un médecin traitant. Je ne dis pas que ces personnes vont bien, je suis très sensible au discours que vous avez décrit. C'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement qui ne se résume pas à la maladie. Nous ne soignons plus des maladies, nous soignons des patients et des patientes. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez un scotome gigantesque sur pas de gradation des soins dans votre culture de réflexion sur l'organisation du système de soins et pas non plus de réflexion permanente sur je fais quoi avec la fonction de médecin traitant. Si vous pensez que cette fonction médecin traitant ne sert à rien, il faut nous le dire, parce que nous, je veux dire, c'est la loi qui l'a créée et c'est la population qui a dit le médecin traitant, ça sera plutôt un généraliste. Voilà, donc ne soyez plus le triangle des Bermudes, redevenez le lieu d'expertise. Quand nous ne fonctionnons pas bien en termes d'organisation, dites-le nous. Voilà, il n'y a pas besoin d'être agressif pour nous dire que nous avons des problèmes d'organisation. Moi, je suis dans une maison de santé où nous sommes 6 médecins, une secrétaire, pas d'assistante pour accueillir les patients, fonction support, 0. Je vous défie de travailler comme médecin dans un hôpital avec 0 fonction support autour de vous pour accueillir les patients. C'est la moyenne pour la plupart en France. Chez nous, c'est 0,3 équivalent temps plein par médecin. Professionnels de santé, effectivement. Bernard Garrigue, alors on a parlé de l'ambulatoire, on a fait un bon focus en voyant les implications. Vous avez souhaité intervenir sur cette question, à la fois sur son impact organisationnel, bien sûr, mais également économique. Oui. Si effectivement, il y a 2 sujets en fait. Hein. Oui. Même 3 d'ailleurs. Si on reprend la présentation d'Antoine Malone d'hier matin, on peut avoir un objectif, puisqu'il a montré dans son papier là, qui va sortir, puisque c'est ce que nous disait Gérard, là, Vincent, que des systèmes coordonnés, y compris avec l'hôpital en pivot au Québec, dans les territoires amérindiens, etc., donc dans des endroits un peu difficiles quand même, hein, il n'y a pas comme Montréal, étaient les systèmes qui étaient les plus efficaces d'ailleurs et peut-être les plus efficients. Donc en termes d'objectifs, il y en a un tracé là. Alors, quelle est la situation là? Effectivement, l'hôpital est en train de vivre malgré tout un bouleversement assez fort. On parle de virage ambulatoire. Alors après, moi je trouve que tout ça c'est un peu dépensif, quoi. C'est-à-dire que il y a de l'hospitalisation qui change, des techniques qui changent, des techniques qui deviennent moins invasives. Il y a de la chirurgie qui, comme elle devient de moins invasive, devient plus courte, avec des suites moins compliquées et peut être faite en ambulatoire. Alors après, pourquoi je dis que c'est impensif? Parce que, bon, après, il faut faire attention quand même. Hein. Tout ça, il y a des bornes. Et après, il ne faut pas transformer en ambulatoire des trucs qui ne le sont pas, quoi. C'est que où le patient, quand il sort... à dire vrai, les suites vont être compliquées, quoi. Mm-hmm. Et encore une fois, je citais quelques exemples tout à l'heure à la session nécessaire. Quelquefois, on appelle ambulatoire un patient uniquement parce que la structure d'hôtel hospitalier qui le reçoit et qui est juste en face, je parle des Amériques du Nord, là, en France aussi, mais enfin, c'était le début là-bas. C'est pas la même entité. Alors forcément, du coup, il sort de la première structure. On dit qu'il est ambulatoire par rapport à la première structure. Et il n'est pas du tout ambulatoire par rapport à la deuxième, puisqu'il y rentre. Et il y rentre avec bénéfice, puisque c'est elle qui va le prendre en charge.
Donc, encore une fois, il y a du vrai ambulatoire, au sens, évidemment, on ne va pas dire que, je ne sais pas quoi, la cataracte, ce n'est pas ambulatoire, bien sûr que c'est ambulatoire. Et ceci dit, après, il y a une gradation de gravité qui fait que, bon, peut-être que pour l'œsophage, il faut réfléchir quand même, en plaisantant, évidemment. Donc, il y a une réorganisation, en fait, de l'hôpital à travers ces activités d'hospitalisation complète vers l'incomplet. Alors, en chirurgie, sur la médecine, la situation est assez paradoxale d'ailleurs, hein, parce que l'hôpital, il a développé l'hôpital de jour en médecine bien avant, y compris qu'on en parle, et bien avant qu'il y ait des systèmes tarifaires. Et puis, ce qui est en train de le contrer actuellement, je vous le rappelle, si par hasard vous avez oublié ce dont je doute, c'est l'assurance maladie qui le contre à travers ses contrôles et qui dit non, ne faites pas d'hôpital de jour pour ça, faites de l'externe. Donc, encore une fois, il y a une espèce d'injonction paradoxale de plus sur le sujet. Il y a des places d'autres types de prise en charge, d'HAD. Moi, je plaide beaucoup pour l'hospitalisation à domicile. Je pense que c'est quelque chose qui va permettre de prendre en charge un grand nombre de patients, y compris post-chirurgicaux dont je parlais il y a 2 minutes, par exemple, y compris avec des HAD, y compris médicalisés avec les médecins traitants et des infirmiers libéraux. Hein. Il y a toute forme de possibilités, suivant les endroits et suivant les possibilités démographiques de l'endroit dont il faut tenir compte, bien évidemment. Et bien entendu, moi, je crois que si on parle de parcours, il faut parler de parcours où il y a effectivement une coordination. Et je crois clairement, moi, en tout cas, mon opinion, c'est que l'hôpital, il a une place dans la coordination de ces parcours. Et il a une place essentielle. Et c'était un peu la philosophie des systèmes québécois et amérindiens dont on parlait hier matin. Alors, une fois, tout n'est pas obligatoirement décalcable, mais enfin, en tout cas, c'est bel et bien un exemple. Et ce rôle de coordinateur, entre guillemets, dans le parcours, moi, je pense qu'effectivement, l'hôpital a conventionné avec tout un tas de partenaires, a modifié son périmètre, en fait, tout simplement, Oui. et a conventionné avec effectivement tout un tas de paramètres, de partenaires qui vont, en gros, assurer la complémentarité de la prise en charge, telle que je le définissais il y a 1 minute, aussi Oui. bien l'HAD que des maisons de santé, etc. etc. Donc, moi, je ne crois pas du tout que l'hôpital va se restreindre, il va se diversifier, au sens se complexifier, recouvrir des tas de partenariats avec des tas de gens, d'organisations différentes, etc. Quelques focus. On ne peut pas ne pas exprimer le fait que... Alors, il y a eu 2 interventions qui ont parlé sur le volume des urgences. Le volume des urgences qui, effectivement, augmente dans des proportions très importantes. Beaucoup sur les filières courtes, c'est évident. Bon, ce n'est pas l'hôpital qui l'a souhaité, ça. Hein. Alors, peut-être que certains hôpitaux veulent le maintenir... parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'activités par ailleurs, par exemple, et qu'ils sont contents d'avoir les urgences. Ceci dit, ce n'est pas la majorité des structures. Et bon, l'élément déclencheur de tout ça, quand même, c'est 2 sujets. C'est 1, la démographie médicale, dans certains endroits, où en gros, il reste plus grand-chose à part l'hôpital. Et puis 2, on ne peut pas citer le problème de la permanence des soins. Parce qu'effectivement, il reste des endroits où il y a encore de la permanence des soins libérales, mais il y a plein d'endroits où il n'y a plus du tout de prise en charge de permanence des soins libérales. Moi, quand j'étais petit, j'ai fait, avant de finir, j'ai fait des remplacements de généralistes et j'en ai fait plein. Et la première chose que le généraliste que je remplaçais me disait, il me disait, tu seras de garde mardi, puis le week-end, je ne sais pas quoi, etc. etc. Et je n'ai jamais eu, dans cette situation-là, là, évidemment, je suis en train de raconter une histoire qui doit dater de, je vais beaucoup me faire mal, là, d'une 40aine d'années. Mais cette situation-là, c'était la situation normale, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis un beau jour, il y a un texte qui est sorti, et qui a dit finalement la permanence des soins n'est plus obligatoire en fait pour la médecine et à partir de ce moment-là les choses se sont désagrégées et se sont désagrégées alors non seulement dans tel ou tel endroit y compris malheureusement en médecine générale hein. Moi je ne crois pas qu'effectivement ce soit bénéfique qu'il n'y ait plus de garde de médecine générale. Je crois que ça me paraît tout à fait indispensable hein, que ce soit organisé en maison, ce qui est probablement préférable, ne serait-ce que pour la qualité de vie des médecins généralistes.
mais même aussi sur des cabinets diversifiés dans des endroits ruraux ou autres. Mais aussi pour les spécialistes. Hein. Ici, je suis dans une ville où il doit y avoir, je ne sais plus combien, 30 ou 35 ophtalmos libéraux. La garde ophtalmo est assurée par les 3 ophtalmos de l'hôpital, hein, il ne faut pas imaginer. Donc voilà, c'est ça la réalité des choses. Donc en soi, toute cette réorganisation, et je crois qu'il faut le réorganiser globalement, c'est-à-dire que quand je disais et le conventionnement des établissements avec d'autres partenaires que j'ai évoqués tout à l'heure, et la réorganisation de la permanence des soins, etc., en fonction des territoires, ça ne sera pas pareil suivant les endroits, évidemment. Il y a des endroits qui sont plus déserts médicaux que d'autres, par exemple. Mais toute cette organisation, c'est clairement un préalable. Et moi, je plaide carrément pour que cette réorganisation se fasse en partenariat avec tous les acteurs, y compris les médecins libéraux, en tout cas, s'ils l'acceptent. Le dernier point, je n'ai pas fini. Oui, pardon. Le dernier point... Je n'ai pas terminé le mot. Je vous en prie. Le dernier point, c'est un problème technique. Et c'est le problème de la modalité de financement. Je ne pouvais pas ne pas exprimer. Et qui est un sujet. Alors, j'ai bien sûr, comme Dominique, relevé l'article 35 et les possibilités d'inventer, entre guillemets, des nouvelles modalités de financement des parcours et tout ça. Bon, j'en parle, je trouve ça plutôt bien d'ailleurs. Le fait qu'on le laisse au terrain, finalement, c'est plutôt positif. Surtout que quand on le voit en macro, c'est très compliqué quand même. Hein. Financer au parcours, je sais bien que c'est le poncif à la mode, ça aussi. Et on dit oui, on va tout financer au parcours. Mais quand j'ai dit ça, j'ai absolument rien dit quand même. Hein. Parce que comme dirait Gérard Vincent, c'est à qui je donne les... Alors, plusieurs sujets, il y en a plein. À qui je donne les sous? Qui pilote? N'oublions pas que les acteurs, ils ont je ne sais combien de statuts différents. Ils ont je ne sais combien de modes de rémunération différents. Donc, je ne suis pas en train d'en mettre ça des obstacles définitifs. Je dis qu'il y a des sujets à résoudre. Et ces sujets à résoudre, il ne faut pas imaginer qu'on va les résoudre en 1 minute. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, commencer par des choses simples, sûrement. Et puis, il y a des acteurs ici ou là, puisqu'il y a l'article 35, qui trouveront des idées, sûrement. Il y a des choses simples du type... bon, alors, un truc strictement, je veux dire, établissement de santé, c'est l'insuffisance rénale chronique et les dialyses itératives. Bon, ça, c'est un sujet technique qui n'est pas très, très compliqué à résoudre. Je parle de celui-là parce que c'est un des plus simples, finalement. Après, il y a un deuxième sujet, par exemple, où il y a eu il y a déjà des trucs qui sont financés comme ça. Hein, je ne sais pas quoi, les arthroplasties de hanches, où on finance en même temps le MCO, le SSR, etc. etc. Hein, l'exemple californien que je citais. Après, alors, le dernier poncif, c'est les maladies chroniques. Pourquoi je dis que c'est un poncif? C'est parce que j'ai participé il y a quelque temps à une journée comme ça, là, et où il y avait des intervenants d'autres pays, en particulier allemands et suédois, et j'ai oublié. Et on parlait de parcours et de financement de parcours de maladies chroniques, et en particulier, dans le cas précis qui était cité sur l'exposé, c'était des diabétiques. Bon, alors, effectivement, on se disait, bon, ben, le diabétique, donc, il est sur 1 an, il va voir, alors, mettons, une fois son généraliste, et puis il va aller voir, je sais pas, 1 fois son endocrino, ou 2, j'en sais rien, peu importe, c'est pas le sujet. Il va aller voir un podologue plusieurs fois, il va aller voir un ophtalmo 1 fois dans l'année, parce qu'il faut quand même regarder si sa rétine est toujours vivante, etc. Et puis, il y avait une modalité de financement qui était évoquée. Alors, quand on parle de ça ici en France, on dit « Ah oui, on finance le diabétique sur l'année ». Alors donc, je pose la question à la dame, je lui dis, mais votre diabétique, là, à un moment donné, moi, de discipline de base, je suis réanimateur, donc, votre diabétique, si il fait un coma hyperosmolaire et qui vient chez moi et que derrière, il fait une inhalation et qu'il fait une hospitalisation de N jours, ou je ne sais pas quoi, alors le même, il peut faire, si vous préférez, une gangrène sur l'artérite des membres inférieurs et il va rester 1 jour parce qu'il va y avoir des amputations répétitives. Tout ça, comment on le finance? Et alors tout d'un coup, elle me répond « Ah non, ça, c'est pas inclus dans le parcours. »
Vous voyez? Donc, à dire vrai, il y a une espèce de confusion, volontaire, involontaire ou pas, dans les différents types de mécanismes de financement. Et entre nous, c'est naturel que ce ne soit pas inclus dans le parcours. Comment imaginer que tout d'un coup, on va inclure un accident aigu qui tout d'un coup va coûter 50 000, 100 000 euros dans une prise en charge, entre guillemets, annuelle des diabétiques? Bien sûr que non. Donc, encore une fois, quand on parle de ces aspects, entre guillemets, d'évolution de modalités de financement et qu'on en fait des poncifs parce qu'on croit que ça y est, on a trouvé la panacée et qu'en 3 minutes, on va le régler, en fait, déjà, il faut exposer les problèmes correctement et de dire, finalement, qu'est-ce que c'est que je veux, quel est le périmètre que je veux appréhender, qu'est-ce que j'y mets, comment je vais le distribuer, avec quel mécanisme, etc. Qu'est-ce que je n'y mets pas et comment je le finance, ce que je n'y mets pas, etc. Donc, voilà, je voulais insister sur ces points-là parce qu'on les oublie. Merci. Et puis, alors, il est déjà 15h30. Moi, ce que je vous propose, si tu en es d'accord, Gabriel, c'est que nous passions la parole à la salle, vous posez des questions, sachant que je sais que chacun des intervenants ici a encore beaucoup à dire, mais déjà de continuer avec vous, peut-être si vous avez des questions, des éclairages, n'hésitez pas, faites-le nous savoir. S'il y a une intervention dans la salle, une question sur le parcours. Alors, pour l'instant, ça ne vient pas. On ne voit pas bien, c'est vrai. Surtout, n'hésitez pas à me faire signe pour qu'on vous passe la parole. Très bien. Vous vouliez intervenir à Alexandre Moquedé sur... Voilà. Oui, pardonnez-moi, je voulais rebondir sur l'intervention. On va vous écouter, au contraire. Du docteur Léché. Oui. Effectivement, j'ai été très sensible à votre notion de SR3P, qui est effectivement est primordiale et qu'on pourrait élargir à l'ensemble du système de santé. J'ai été également sensible, mais avec quelques réserves, sur votre notion des différents niveaux et de la gradation entre premier recours, second recours et troisième recours. Idéal typiquement, si je puis dire, je suis absolument d'accord avec vous. L'hôpital est là pour être un lieu d'expertise, un lieu sur lequel l'ensemble du secteur de santé peut se raccrocher. Oui. Et sans en être le centre, justement. Cependant, il reste la double question, et c'est une question vraiment très importante pour nous, de l'accès aux soins et de la permanence des soins, justement. Ne pas assurer laisser à la ville le premier recours et le second recours, d'accord, lorsqu'il y a une offre en face. Dès lors que vous êtes dans un territoire sinistré, et j'ai été longtemps en établissement dans une ville picarde dont je tairai le nom, mais dans laquelle, typiquement, vous n'avez pas de gynécologue en ville, vous n'avez pas de pédiatre en ville, vous n'avez pas tout un tas de spécialités médicales. Donc, dans les faits, le second recours, c'est vous qui le faites et c'est vous qui organisez le parcours femme-mère-enfant parce que les gynécologues, ils sont chez vous, les obstétriciens, ils sont chez vous, voire même les sages-femmes, elles sont chez vous. Donc, vous organisez tout le parcours de la parturiente du moment où elle a connaissance de son état. À notre corps défendant, si je puis dire. De la même façon, sur les soins de premier recours, dès lors que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de PDSA, à partir de 19-20 heures, dans les faits, le premier recours, c'est vous qui le faites soir et week-end, si je puis dire. La PDSA et la PDSES, ça devient la même à partir de 20 heures. D'où la difficulté que j'ai à recentrer l'hôpital sur des missions qui seraient des missions d'expertise et de troisième recours. Alors, Claude Lécher, et puis après, Thomas Leludec. Alors, très clairement, je veux dire, nous ne sommes pas, premièrement, indemnes de tout reproche, ni de toute... voilà. Notre métier aujourd'hui, c'est avec des jeunes médecins qui sont formés dans un endroit que vous connaissez bien, qui s'appelle l'hôpital. Ces jeunes médecins nous disent, je regarde l'hôpital, je regarde une EHPAD, médecin coordonnateur, je regarde la PMI, etc., et je regarde la médecine générale de ville, et ils nous disent, je choisis très souvent de faire autre chose que la médecine générale de ville. Si vous voulez avoir une médecine générale, alors Antoine Malone, je crois, a dit hier que l'hôpital pouvait être, je dirais, un des acteurs importants dans la coordination des soins. Il faut quand même voir que Antoine Malone, il parle d'un pays qu'on commence à bien connaître, qui est le Québec, dans lequel les médecins généralistes sont les médecins intervenants à l'hôpital. Ils s'occupent même et ils ont une garde aux urgences, etc. Donc on est dans une intrication et dans une interpénétration des fonctions qui n'a strictement rien à voir avec la France. La France souffre d'une chose, c'est que quand Debré a fait sa réforme en 1958, il a créé petit à petit le cursus hospitalo-universitaire, c'est-à-dire recherche, enseignement et soins.
Et ils ont, l'hôpital a évidemment complètement occulté qu'il y avait des gens dont la spécialité, aujourd'hui, c'est la médecine générale. Donc nous avons à peu près 50 ans de retard culturel, conceptuel à rattraper. Je ne sais pas si vous voulez le rattraper. En tout cas, nous, on veut le rattraper. Quand vous me parlez de la PDS, et vous êtes le deuxième qui en parle, je vous rappelle que les courbes de fréquentation horaire des services d'urgence ne sont pas maximum au moment des heures de PDS. Elles sont maximum aux heures d'ouverture des cabinets médicaux. Et donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas la PDS, même si, je suis d'accord avec vous, ça et là, il n'y a plus assez de médecins, qu'est-ce que je vous dise? Nous, on a fini par absorber les secteurs de garde entre eux parce qu'il restait un médecin sur un secteur de garde. De garde 365 jours par an, ne partant pas en vacances parce qu'ils ne trouvaient pas de remplaçant. Donc le problème aujourd'hui, c'est la continuité des soins. La continuité des soins, et nous essayons, nous, et nous avons mis en œuvre, nous allons présenter ça à Agnès Buzyn le 30 novembre prochain, sur des systèmes d'organisation. Seulement, le problème, c'est que nous, on n'a pas de MIGAC. D'accord ? C'est-à-dire que ce que nous faisons en embauchant une ou deux infirmières, ce que font des médecins aujourd'hui, cabinet de 3, 2 médecins s'en vont, et la dernière dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais ou je m'organise? Elle s'organise, elle embauche comme salarié un médecin généraliste, une infirmière et une aide-soignante. Elle fait 70 actes par jour, mais vous n'imaginez pas qu'elle va tenir comme ça pendant longtemps. Et elle fait du bon travail. Vous m'avez parlé des zones sinistrées en spécialité d'accès secondaire, les autres spécialités. Mais nous, on demande qu'une chose, c'est continuer à avoir des femmes enceintes. Moi, je continue à avoir des femmes enceintes. Et comme l'hôpital, c'est une copine qui est chef de service à l'hôpital, petit à petit, on va mettre en place une gradation de la grossesse. Première fois que je reçois une femme, mon boulot à moi, de médecin généraliste, c'est de grader la grossesse. Grossesse, à quel niveau de risque? À partir d'un certain niveau de risque, je passe un coup de fil à ma collègue et on s'organise. Parce que cette patiente a un lupus, elle est enceinte, eh ben vous ne suivez pas une grossesse chez une femme qui a un lupus comme une grossesse physiologique normale. Donc nous avons, nous, besoin que vous nous disiez, que vous nous encouragiez à aller dans cette direction qui est la coopération. Sinon, je vous le dis, nous, on est en train de mourir à petit feu, ça ne fait pas trop de bruit et ce n'est pas très grave, sauf qu'il y a les déserts médicaux maintenant. Et ne vous inquiétez pas, les déserts médicaux, on n'est qu'au début du problème. Ça va continuer à baisser numériquement jusqu'en 2025. Et si vous lisez la publication de l'adresse, je pense que vous connaissez l'adresse, regardez les projections sur comment on répond aux besoins de soins à l'horizon 2040. Vous prenez la démographie des médecins, l'âge des médecins, le temps de travail que les médecins veulent consacrer à leur métier, et vous regardez les besoins de santé de la population, c'est-à-dire polypathologie, âgé, perte d'autonomie, ça va plutôt en s'améliorant. De même que vous savez que la prévalence d'Alzheimer est en train plutôt de s'infléchir et va commencer à baisser. Pourquoi? Parce que nous, les médecins généralistes, nous nous occupons, je pense pas si mal que ça, des facteurs de risque cardiovasculaires, et que l'Alzheimer, évidemment, une seule voie d'action, c'est de s'occuper des facteurs de risque. Donc nous avons besoin aujourd'hui que vous nous encouragiez, et moi je suis là pour vous dire, je vous encourage à venir travailler avec nous, et j'encourage les médecins à aller vous regarder ce que vous faites. On va créer des CPTS, je dis on va créer, mais ça y est, il y en a 200, quoi. Ça a commencé au mois de mars, il y en avait 30, là on est à plus de 200, ce n'est que émergent. D'accord ? Une fois qu'on aura des CPTS, grosso modo des pôles de santé pour parler français, de ville, c'est-à-dire qui organisent la liaison soins primaires, soins secondaires, le tout avec les soins médicaux, avec les acteurs médico-sociaux, plus, que je vous ai dit tout à l'heure, la PMI, la santé scolaire. Après, on va se retourner vers vous. On va dire, bon, vous avez déjà acheté, ça fonctionne comment? On va se retourner vers la psychiatrie. On a fait une charte de travail avec le président Christian Muller, qui est président des présidents de CME du secteur hospitalier psychiatrique. Et nous avons fait une charte sur comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça ne se traduit pas encore par beaucoup de choses, mais cette idée de dire on va se voir, on se met à travailler, on s'organise, comment est-ce qu'on organise le parcours d'une femme qui a un cancer du sein? Excusez-moi, mais le problème aujourd'hui, c'est gradation des soins, quel est le bon lieu de ressources? C'est sûr que moi, une jeune femme qui a 26 ans, qui fait un cancer du sein, ça fait 15 ans que je la suis, en plus elle a des métastases hépatiques. Aujourd'hui, elle est considérée comme indemne de toute lésion cancéreuse, et tout le monde lui tourne autour, mais elle va quand même tous les 4 mois à l'hôpital pour être examinée. Elle n'en peut plus, quoi. Elle n'en peut plus de cette surveillance dont elle est l'objet. Et elle me dit, mais j'aimerais bien arrêter, mais j'ose pas. J'ose pas parce que les médecins à l'hôpital n'osent pas non plus. Personne n'ose, tout le monde la regarde. Donc nous avons besoin de nous organiser. En France, ce n'est pas qu'on manque d'argent, on en dépense beaucoup, ce n'est pas qu'on manque de compétences, on en a beaucoup, on manque d'organisation, on manque de respect mutuel les uns envers les autres. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. C'est que les généralistes ne sentent pas de respect mutuel de la part des hôpitaux vis-à-vis de leur fonction médecin traitant. Et les hôpitaux ne sentent pas de respect quand ils entendent des médecins libéraux qui disent « ouais, mais de toute façon, ils veulent que les patients viennent aux urgences,
etc. C'est pas comme ça que les choses se passent. Donc mettons-nous à travailler ensemble. Thomas Leludec. Oui, d'abord, deux témoignages plutôt régionaux et de terrain. Oui. Le premier, c'est que je suis aussi vice-président de la FHF Occitanie et on a pris l'initiative avec l'URPS Occitanie d'avoir un travail conjoint sur les territoires pour essayer de voir justement comment favoriser cette connaissance et cette reconnaissance mutuelle entre la ville, pour faire court, et l'hôpital. L'idée générale, c'est qu'on se dit que les groupements hospitaliers de territoire tels que nous les connaissons, c'est une étape, elle ne se suffit pas à elle-même, il faut passer à la seconde étape, et les CPTS, c'est une excellente chose parce qu'il y a quelque chose qui s'organise et qui est un interlocuteur, enfin une pluralité d'interlocuteurs, mais on a une base d'interlocution qui est importante. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on anticipe aussi une réflexion sur les parcours. Alors, ma deuxième observation, elle est plus concrète et plus précise. Lorsque mardi, je réunissais des acteurs du monde social et médico-social montpelliérain, le service social du CHU témoignait d'un cas très intéressant. C'est que c'était un cas complexe sur le plan sanitaire, complexe sur le plan social. Problème de logement, problème d'intervenants sociaux auprès de la personne. On trouve le logement, on trouve les intervenants sociaux. Le chaînon manquant, ce n'était pas le médecin généraliste. Le chaînon manquant, c'était l'infirmière à domicile. Et donc, je pense que la question, tout ne se résout pas effectivement à l'argent. Je pense que c'est organisation et argent. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas, pour favoriser, mettre un petit peu d'huile, des burettes d'huile sur des rouages qui grippent parfois, savoir financer l'intervention qui va bien, parce que ça va décoincer le système. Donc là aussi, ce qui veut dire, c'est là où la rencontre entre GHT et CPTS est importante, c'est d'avoir une évaluation croisée des situations à risque, celles qui représentent peut-être pas énormément de patients, qui vont peut-être qui vont représenter 80% de nos problèmes concrets et de nos engueulades amicales. Donc je pense que c'est là où moi j'insiste sur cet aspect concret. La troisième chose, c'est je rejoins ce qu'a dit Bernard Garrigue sur le poncif du financement au parcours. Si on ne l'a pas fait aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a un sujet, c'est-à-dire que, comme le rappelait Dominique, on n'est pas à la maturité que l'on avait quand on a lancé la tarification à l'activité. On en est loin. Donc là, il y a une démarche inductive qui est souhaitée, avec l'article 35, tu en reparleras peut-être. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que je me souviens d'une conférence à l'HS sur le système néerlandais et le fait qu'ils avaient inventé quelques 15 000 ou 17 000 équivalents GHS de parcours, bon, en reconnaissant qu'ils s'étaient plantés, puisque là, c'est l'usine à gaz, et qui revenait à 5 000. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui y ont réfléchi ailleurs, et qu'on n'a pas mis aujourd'hui autant d'énergie qu'on en a mis dans les années 80 quand on a voulu traduire le système DDRG de Fetter. Et ça a pris quand même, honnêtement, entre les phases de traduction et les tests, voilà le temps. Voilà. Donc restons modestes. Dominique Meigne, vous voulez? Je vous en prie, il est là. Pour rebondir sur un point que Thomas a mis en exergue, dans tout ce qu'on a dit, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, mais que tu viens d'avancer, c'est le caractère multiprofessionnel de toutes ces approches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. On ne peut pas de toute façon amorcer cette évolution sans mettre parmi les déterminants de ces nouvelles organisations le fait qu'on doit être sur à la fois l'équipe. Alors ça paraît enfoncer des portes ouvertes, mais l'équipe n'existe dans notre corpus légal, réglementaire, dont on sait en France qu'il est très structurant, que depuis la dernière loi de 2016. Avant, l'équipe était un concept fonctionnel, mais pas structuré. Donc l'équipe et la dimension pluriprofessionnelle que vous avez mis en avant, je le dirais, avant les hospitaliers, dans le cadre nouveau qui est celui du cadre collaboratif. Voilà. Alors après, je ne voudrais pas faire le militant ou le père la vertu, mais enfin,
quand même, bon, la chaise a un peu ce côté magistère moral, donc il faut arrêter de se chamailler, quoi. Bon, s'il y avait eu là, sur la table, un représentant de l'hospitalisation privée, il en aurait rajouté une couche, lui aussi, sur... Bon, il faut arrêter, il faut faire tomber les barrières. Il y a une nouvelle donne. Cette donne, elle est à la fois politique et sociétale. Bon, donc il y a une sorte de momentum aujourd'hui pour que ça bouge. Bon, si on ne le prend pas, effectivement, ça se fera soit avec d'autres. N'oublions pas que, alors pour se faire peur, les autres, ils existent. Hein, c'est les mutuelles, c'est les opérateurs intégrés, c'est ceux qui vont y aller soit par des démarches de financiarisation du secteur, soit par des démarches d'intégration verticale entre ceux qui assurent et ceux qui délivrent les soins. Donc, par exemple. Donc, l'exigence, elle est là, quoi. Elle est là, et nous tous, là, y compris s'il y avait un représentant d'hospitalisation privée caractère commercial, on a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Et donc, c'est une attitude, c'est peut-être dans le champ moral, mais c'est une attitude aujourd'hui qui est aussi importante que les incertitudes sur où on va en termes de techniques de financement, qui à mon avis sont quand même très anxiogènes, hein, mais bon, ou sur le fait qu'on a encore à la fois des objets de confrontation. La PDS en est un, parce qu'on a laissé dériver les secteurs, parce que les régulateurs n'ont pas fait leur boulot non plus, il faut bien le dire, les régulateurs des pouvoirs publics, le régulateur professionnel ou ordinal, enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais enfin, globalement, ce sont des cadavres, mais remettons-les dans les placards. Et aujourd'hui, la seule sortie possible, c'est une démarche collaborative entre acteurs de statuts différents. Et je pense que personne ne croit sincèrement à ce qu'on va pouvoir unifier sur un seul secteur, une seule pratique, créer un corps de praticiens. Bon, on n'est pas au Québec, on n'a pas l'histoire des pays scandinaves, on va rester sur du protéiforme, on va rester sur du multi-exercice, sur des exercices croisés et des financements multiples. Ça, on le sait. Mais en même temps, effectivement, il faut y aller à la fois sur une démarche collaborative et puis éviter aussi cette dérive qu'on a tous. Hein. Alors, et de là où je parle, encore parfois plus que d'autres, c'est de faire de très belles compositions florales, mais qui sont de telles usines à gaz que le patient, et de toute façon le citoyen aussi, sera totalement perdu. Et que la lisibilité sera encore plus complexe qu'aujourd'hui la porte d'entrée des urgences. Hein. Donc attention à ça. Il y a quand même une organisation patient-centrée qui suppose aussi qu'on prenne les démarches qui, notamment venant de l'entreprise, venant de ce que nous enseignent les spécialistes du marketing sur l'approche client, qui seront centrées sur le parcours du patient, et non pas sur l'exercice partagé des professionnels. C'est ça la différence, elle est énorme. Et ça, effectivement, ça nous engage. Mais ce n'est pas un procès d'intention, pas du tout. Hein, parce que, en fait, aujourd'hui, je le dis comme on le voit nous, parce que c'est vrai que l'autorité de santé a cet avantage dans les institutions, si vous parliez au départ des pouvoirs publics, c'est qu'elle représente un peu tout le monde. C'est un des seuls lieux dans lequel les publics, les privés, les libéraux, les hospitaliers, les médecins, les différents corps professionnels, bon, je dis plus paramédicaux depuis longtemps, hein, bon, les différents corps de professionnels de santé qui sont dans le champ se retrouvent. Et donc cette exigence, aujourd'hui, elle va se retrouver. Alors moi, je ne fais pas survendre l'article 35, hein, parce que bon, c'est quand même une petite chose dans une ambition qui est très très large. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système qui est totalement bloqué. Et le seul fait que les pouvoirs publics, le législateur le reconnaissent, parce qu'en définitive, c'est ça qu'ils reconnaissent. Ils reconnaissent qu'on est dans un système qui est tellement intriqué, tellement bloqué, dans lequel chaque pouillème de changement a des effets systémiques en chaîne que personne n'est capable de contrôler, que bon, on va ouvrir un droit à bouger. Et on va l'ouvrir évidemment dans des périmètres dans lesquels on sera capable de regarder ce qui se passe avant de déclencher des guerres nucléaires. Puis, par ailleurs, il y a aussi un constat qui est que les financements sont à bout de souffle. Hein. La T2A
aujourd'hui, dans ce jeu d'extrême raffinement et de régulation dans lequel tout le monde perd en définitive, ou dans l'exercice conventionnel qui a un mal fou, même s'il y a eu des avancées dans les dernières négociations, à sortir sur des financements qui ne soient pas uniquement calés sur le financement à l'acte, en dépit des améliorations et du travail qui a été fait dans la nouvelle convention auquel vous avez participé. Mais les financements et les modèles de financement, ils sont structurants et ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc s'il n'y a pas une sortie quelque part qui intègre la qualité, la pertinence de ce qu'on fait, qui n'est pas que la qualité, oui. L'exigence populationnelle, c'est-à-dire qui est quand même l'équité de traitement, l'exigence d'un travail collaboratif entre des professionnels de statuts différents dans un monde connecté, si on ne fait pas ça, on se loupe. Et effectivement, on laissera la porte ouverte aux opérateurs, ceux qui, après le ferroviaire, les grandes infrastructures, s'intéresseront pour de coup à la santé, qui peut-être auront des résultats. Céline Lisraou, on a entendu tout à l'heure que vous nous avez présenté des initiatives que vous avez prises en tant qu'association de patientes. Et est-ce que les patients ou votre association peut-être est associée à la réflexion sur le parcours? Je dis bien la réflexion sur la structuration du... Pardonnez-moi, le micro est un peu plus loin. Et puis après, voilà. Oui, merci. J'écoutais avec intérêt, Monsieur Mej, votre première intervention et quand vous avez dit que le législateur est désormais dans la transgression avec ce nouvel article, je vais dire ça à mes étudiants de Sciences Po, parce que déjà l'idée en soi est révolutionnaire. Aparté, c'est une anecdote, mais une anecdote qui a du sens par rapport à ce que vous dites, c'est que lorsque le projet de loi de financement est passé au Conseil d'État, la question a été posée de savoir si en fait il n'était pas inconstitutionnel dans la mesure où en fait il crée une dérogation qui est du même niveau que celle des ordonnances. Je vais m'en servir dès lundi à mes étudiants de sciences politiques. Je plaisante pas, c'est une vraie remarque. C'était pas, je vous titillais pas là-dessus. Je crois que donc vous avez évidemment parlé entre vous de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'organisation entre la ville, l'hôpital. Les soins de jour, etc. Je trouve que ça serait assez efficient de demander un moment aux patients ce qu'ils pensent de tout ça, parce que vous êtes au service des patients. Et moi, je trouve que tous ces changements, alors je trouve que je travaille beaucoup avec Agnès Buzyn, que je connais depuis l'INCa, donc depuis assez longtemps, et je pense que tous ces changements, c'est un merveilleux moment. Alors bon, nécessité fait force de loi, toujours en politique et dans la loi, donc nécessité fait force de loi, mais c'est le moment de faire que ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, qui est quand même un poncif et une tarte à la crème absolue depuis 20 ans, existe. Quand on parle de démocratie participative et la démocratie sanitaire en fait partie, moi je pense toujours à ce que dit Pierre-Rosan Vallon dans le Bon Gouvernement, son dernier ouvrage. Disons, en France, je voulais faire courte, mais en France, on est dans une démocratie d'autorisation, c'est-à-dire que la Ve République fait que l'exercice démocratique se passe au moment où on vote, et puis ensuite, pendant 5 ans maintenant, l'exercice démocratique n'existe plus. Bon. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire est exactement sur ce concept-là de démocratie d'autorisation. Je pense que redéfinir la place du patient et les responsabilités du patient dans son parcours de soins, c'est redonner la main sur la possibilité d'une démocratie d'exercice. Et quand je dis une démocratie d'exercice, il n'y a de démocratie que d'exercice. C'est une très belle idée, mais c'est avant tout un exercice, la démocratie. Donc, aujourd'hui, à la HAS, la place des patients est ce qu'elle est. Je pense qu'elle va être grandissante dans les années à venir. Voilà, c'est ce que je... Voilà, le passage d'Agnès a beaucoup aidé en l'occurrence, et je pense que c'est effectivement ça va avancer. C'est le cas au CEPS où on redéfinit ça, c'est le cas à la NSM, c'est le cas dans toutes les instances publiques. Parce qu'il faut juste que l'hôpital comprenne qu'aujourd'hui, dans l'OCDE, le nombre de gens qui sont diplômés de bac+2, enfin très, très techniquement,
est passé de 20% à 44% en 25 ans. On ne parle pas avec les mêmes gens, on ne parle pas avec les mêmes patients. Alors je sais que ça énerve fondamentalement les médecins quand un patient arrive et dit « Bon, écoutez, moi j'ai vu sur Internet, alors je crois que j'ai ça, et puis je crois que j'ai ça. » Je comprends que ça vous énerve, mais à la fois, je trouve que... Pardonnez-moi, on va juste la laisser terminer, et puis après... ouais. Non, mais je sais que c'est énervant, et à la fois c'est une grande chance. Vous êtes aussi avec des patients qui s'intéressent à ce qui leur arrive. C'est ça, Monsieur Claude Léchard dit que c'est une bonne chose. À leur manière à eux, alors ça dépend de chacun des patients et de son niveau d'expertise, mais qui, de leur manière à eux, se posent comme des pairs, se posent comme des partenaires. Et évidemment, on parle, moi je peux parler du cancer et pas des autres maladies parce que je n'ai aucune expertise, mais évidemment, dans la chronicisation du cancer, avoir un malade qui, en face de vous, se sent propriétaire de son destin, de sa maladie, c'est pour vous aussi hospitalier une chance extraordinaire. C'est des gens qui ne vont pas les traîner dans les hôpitaux pour le plaisir de traîner dans les hôpitaux. C'est des gens qui ne vont pas arriver du jour au lendemain avec le moindre bobo dans une urgence parce que finalement ils savent que si après une chimiothérapie ils se mettent à vomir pendant 4 jours, c'est juste normal. Voilà. Donc je pense aussi que cette nouvelle organisation, il faut la comprendre non plus dans une dynamique descendante du pouvoir, ce qui est quand même encore beaucoup le cas. Il faut l'imaginer vraiment dans une dynamique de parité des responsabilités. Et c'est la demande des patients, en effet. Je dis juste un mot pour dire que quand j'interviens dans des colloques comme ça, je dis toujours, nous ne prenons plus de décisions médicales, nous construisons des co-décisions. Et nous construisons c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'une femme qui a un cancer du sein, elle me dit, je ne veux pas de chimio. Je veux dire, moi, je lui dis, non, la RCP dit, vous avez besoin d'une chimio. Et donc, on discute. Et à la fin, on ne fait pas de chimio. Donc, on est bien aujourd'hui dans des niveaux de prise de responsabilité du patient vis-à-vis de sa maladie. Mais en même temps, on ne peut pas dire que ma responsabilité à moi ne soit pas quand même pleine et entière, parce qu'il faut que je dise après que j'ai effectivement bien expliqué les tenants aboutissants, résultats d'études, etc. Donc, les co-décisions médicales, c'est la façon de travailler aujourd'hui en médecine générale. Hein. Ouais. C'est Céline Israo. Juste, je vous raconte une petite histoire là-dessus, mais ça va sans doute vous faire sourire. Dans pas le dernier Rose Magazine, le précédent, on a fait une enquête sur le dossier Taxel. Bon, on va pas passer rapidement dessus parce que vous avez tout suivi, évidemment. Et la plupart de nos lectrices, une fois de plus, on a 200 000, donc ça devient du mass média quand même, étaient furieuses parce que beaucoup d'entre elles ont compris, en lisant l'enquête, que les chimiothérapies au dossier Taxel, qui rendent quand même très malades, enfin, je peux en parler, j'en ai une, ces chimiothérapies-là sont des chimiothérapies, alors avant on disait de confort, maintenant on n'ose plus dire de confort, mais de prévention. Le nombre de femmes qui, en lisant l'article, ont compris que c'était ce que ne leur avait dit aucun de leurs médecins pour leur imposer cette chimiothérapie extrêmement violente. Parce que quand vous dites à une femme, votre cancer n'est pas métastatique, on ne sait pas trop si on va vous faire une chimiothérapie, mais vous en avez besoin parce que vous allez minimiser vos risques de rechute, beaucoup de médecins ne le disent pas parce qu'ils se disent bon, les femmes, elles ne vont pas la faire la chimiothérapie, elles ne vont pas arriver jusqu'au bout. Et ce qui a été inacceptable pour les patientes, en tout cas moi dans la communauté, on a la plus grosse communauté de malades de cancer de France sur notre site, ce qui était inacceptable, c'est que beaucoup d'entre elles ont compris en lisant l'article dans le journal qu'elles avaient subi tout ça sans qu'on leur dise que c'était une chimiothérapie préventive. Elles pensaient en toute bonne conscience comme moi, mon médecin oncologue m'a dit quand j'ai suivi cette chimiothérapie-là, que c'était pour me débarrasser d'un cancer que de fait je n'avais plus puisqu'on me l'avait enlevé. Bon. Donc, oui, vous opinez, mais c'est vrai. C'est vrai. J'étais parfaitement capable d'entendre un oncologue qui m'aurait dit, voilà, vous minimisez de tant de pourcents au risque d'avoir une rechute. J'étais parfaitement capable de prendre cette décision éclairée. En revanche, on ne me l'a pas laissée. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, les patients ne vivent pas pareil leur maladie chronique. Alors, on parle du cancer, mais c'est toutes les autres maladies chroniques, à partir du moment où le médecin les prend pour un père. C'est ça, oui. C'est vrai que les patients s'informent, s'organisent, on est à un autre niveau d'information, d'éducation. Et puis, on voit, ils sont de plus en plus, ils pèsent dans la décision. Hein. Avant juste de rendre le micro, car je crois qu'il y a une remise de diplôme, hein, il est déjà 55, de prix ou de diplôme ? Prix. Voilà. Alors, Dominique Meigne, vous souhaitiez intervenir sur la question de la nappe ou
Je ne sais pas, vous avez un micro. Non, mais moi, vous m'avez dit. Je vous avais dit, faites attention parce que je veux être bien clair sur d'où je parle aujourd'hui. Donc voilà. C'est la chaise qui était inscrite au programme. Enfin bon, la NAP, que tout le monde doit connaître à peu près ici, s'inscrira dans ces démarches-là. Elle a un axe notamment sur les parcours. Et la NAP est faite pour aider. Je ne sais pas si le terme aider est dans l'acronyme aujourd'hui, je ne crois pas, mais enfin pour moi, il y est. Aider, animer, outiller. Hein. Donc la NAP, qui est présente à ce congrès, s'inscrira dans cette démarche. Et je crois que lors du premier conseil d'administration que je vais présider la semaine prochaine, je crois que je ferai notamment un petit focus sur le fait que dans cette démarche d'ouverture et d'appel aux initiatives, oui. La NAP est un partenaire naturel. Voilà, bon, c'est tout. Merci à vous. Aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus. Ce sera pour la prochaine fois. Merci à vous.